Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo, je suis Nathalie Lesbach et je suis médium pur depuis plus de 30 ans. J'ai décidé de lancer aujourd'hui un nouveau format, une série de vidéos pédagogiques et captivantes pour revisiter l'histoire. Car oui, la médiumnité, la spiritualité, l'ésotérisme et toutes les pratiques dont je vous parle à travers mon métier de médium ne datent pas d'hier. À travers les siècles et les cultures, on a parlé en effet de médium, sorcière, oracle, devin mystique. Des mots différents pour désigner des rôles sociaux, des quêtes de sens et des pratiques qui ont évolué selon les époques. D'ailleurs, on observe aujourd'hui un intérêt croissant pour ces sujets. À travers cette série, mon objectif est de raconter, contextualiser et relier des faits historiques, des témoignages et des rituels. L'idée, c'est de mieux comprendre ce qui se dit aujourd'hui dans le monde spirituel et ésotérique et d'analyser tout simplement d'où semblent venir toutes ces pratiques. Vous découvrirez des figures, des lieux et des événements marquants. J'ai rassemblé un maximum d'informations, livres, archives, travaux d'histoire, pour vous proposer des vidéos qui retracent l'histoire de certaines pratiques et découvertes ancestrales. C'est parti! Je vous emmène avec moi pour explorer ce qui se joue depuis des siècles. Et si ce voyage dans le temps vous parle, abonnez-vous et dites-moi en commentaire les sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser à travers cette série. On commence tout de suite avec l'épisode du jour. Nous sommes au XIIe siècle, en Germanie, et nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de Hildegarde de Bingen, une abbesse. Alors, une abbesse, c'est tout simplement une supérieure d'un monastère de femmes qui dirige une communauté religieuse. Elle organise la vie quotidienne, donc les prières, le travail, les études, etc., veille à la discipline, gère les biens de l'abbaye et représente également la communauté à l'extérieur. L'équivalent masculin est donc l'abbaye. Souvent, l'abbesse est élue par les religieuses de l'abbaye. L'histoire de Hildegarde de Bingen est intéressante car à l'époque, elle dit recevoir des visions. Et grâce à ces fameuses visions, elle conseille des puissants, elle écrit sur les plantes et les remèdes, et elle compose des chants qui traversent les siècles. Hildegarde de Bingen est même considérée comme la première naturaliste d'Allemagne. Son double don de voyance et de guérisseuse en fait l'un des médecins les plus renommés de son temps. On pourrait alors se poser la question, comment cette femme du Moyen-Âge a-t-elle pu soigner, écrire, chanter et être écoutée par des papes et des empereurs? Qui était-elle vraiment? Comment une femme de son époque a pu influencer la musique, la médecine et la foi? Laissez-moi vous raconter son histoire. Nous sommes donc au XIIe siècle. Dans l'espace germanique, on parle du Saint-Empire romain. C'est un monde de seigneurs, d'évêques puissants et d'un empereur du Saint-Empire romain germanique qui essaie de garder son autorité. À l'époque d'Hildegarde, il s'agit notamment de Frédéric Ier Barberousse. Je vais vous raconter comment on vivait à cette époque pour mieux comprendre l'histoire d'Hildegarde et sa façon d'aborder le soin. L'Église est très influente à cette époque. Elle structure la vie à travers des fêtes, des mariages, des études et des hôpitaux. Les monastères sont des lieux d'études et de copie des textes. On y prie, on y travaille et on observe également le monde. Pour les femmes, l'abbaye est une chance rare pour apprendre, écrire et composer. C'est l'un des seuls espaces de parole publics féminines. Côté politique et religion, le siècle est agité. Il y a des croisades, des conflits entre papes, empereurs, des débats également sur la réforme de l'Église. Dans ce contexte, le fait qu'une abbesse écrive à des papes, des évêques et des princes a un poids réel. Côté ville et commerce, le Rhin est un axe majeur. Des marchés se développent, des villes grandissent, des artisans s'organisent. La vie reste rude à cause, bien sûr, des maladies, des famines locales, mais on voit aussi une vraie énergie. On bâtit des églises, on échange des idées. Côté savoir, durant cette époque, beaucoup de vieux livres grecs dans la philosophie, l'astronomie, la médecine reviennent en Europe grâce à des traductions faites dans le monde arabe puis byzantin. Les soignants du Moyen-Âge s'appuient donc sur des textes anciens traduits, sur des savoirs locaux, par exemple les plantes, gestes du quotidien, et sur une vision religieuse du monde. Autrement dit, on mélange héritage antique, pratiques populaires et symboles chrétiens pour comprendre la santé. À Salerne, en Italie, par exemple, on enseigne déjà la médecine. À Paris, à Bologne, de grandes écoles et futures universités se structurent.
On ne sépare pas encore la science de la spiritualité comme aujourd'hui, mais on cherche des correspondances et des équilibres. Côté culture, la musique sacrée se développe avec des chants et des polyphonies naissantes. Les polyphonies sont les premiers chants chantés à plusieurs voix en même temps, ce qui veut dire que les voix peuvent se superposer pour chanter à plusieurs. Un exemple, à l'heure d'aujourd'hui, on trouve des groupes polyphones en Corse. On écrit aussi des visions, des sermons, des chroniques. Les visions sont écrites par des personnes qui sont souvent des religieux, qui racontent par écrit des expériences spirituelles qu'elles disent avoir vues ou entendues. Les sermons sont des textes de prêche destinés à être prononcés pour guider les fidèles, par exemple en expliquant un passage de la Bible ou en donnant tout simplement un conseil moral. On le retrouve également dans certaines religions quand on va donc, par exemple pour les catholiques, à l'église. On appelle ça des prêches, c'est-à-dire que le curé va simplement expliquer des choses sur une thématique bien précise. Les chroniques sont des récits également d'événements de l'époque, tenus année par année. Guerre, famine, fondation d'abbayes, décès des rois, etc. C'est donc dans ce contexte que vit Hildegarde. Une femme à la tête d'un monastère qui écrit, compose, conseille et qui veut relier le soin du corps avec le soin de l'âme. Nous allons maintenant parler de son parcours. Hildegarde est née en 1098 à Bermersheim, dans la vallée du Rhin. Ses parents sont des nobles. Elle est la 10e enfant. Dans certaines familles, à l'époque, on confiait un enfant à la vie religieuse. C'est ce qui est arrivé pour elle, tout simplement. Très jeune, elle est confiée au monastère de Disi-Bodenberg, où elle y vit, d'abord près d'une femme très respectée, Jutta de Sponheim, qui l'éduque avec des prières, de la lecture et du chant. Hildegarde dit avoir des visions depuis l'enfance, mais elle n'ose pas tout de suite en parler publiquement, par peur d'être jugée. En 1136, après la mort de Jutta, Hildegarde devient responsable de la communauté féminine du monastère. Vers 1147-1150, elle fonde son propre monastère à Ruppersberg, près de Bingen, dans la vallée du Rhin. Plus tard, elle ouvre aussi une maison sœur à Eibingen, où elle dirige, conseille, accueille, organise. C'est à ce moment qu'elle commence à écrire ses visions avec l'aide de ses secrétaires. Son premier grand livre s'appelle Chivias, en français « Sache les voies ». Ce livre est un parcours de la création du salut qui décrit la vie de l'Église et le chemin de l'âme à travers les visions. Elle écrit ensuite le livre des mérites de la vie, un traité moral où les vertus et les vices sont mis en scène comme des personnages. Ce livre montre les conséquences de nos choix. Hildegarde a aussi écrit le livre des œuvres divines, qui est comme une grande carte du monde. Elle explique comment l'univers fonctionne, les éléments des saisons, l'ordre du cosmos, et comment l'être humain est une petite version du monde. C'est ce qu'elle appelle le microcosme, donc l'humain, qui reflète le macrocosme, l'univers. Autrement dit, ce qui se passe dehors, rythme, équilibre, a un écho dedans, corps, émotion, âme. Elle montre aussi la place et la responsabilité de l'homme dans cet ordre. Respecter l'équilibre, agir avec mesure, chercher également l'harmonie. Au Moyen-Âge, le pouvoir est surtout masculin. Alors comment Hildegarde fait-elle pour se faire entendre ? Elle dit que ses écrits ne viennent pas d'elle directement, mais d'une inspiration divine. Elle se décrit donc comme une trompette. Ce n'est pas elle qui en parle, mais c'est la parole qui passe à travers elle. Un peu comme quand je vous explique qu'un médium est un canal qui transmet des messages de l'au-delà. Elle décrit cette voix dans un de ses livres en disant « Et je vis une très grande clarté, et dans cette clarté, j'entends une voix venue du ciel. » Cette voix, Hildegarde la présente comme la source de sa mission d'écrire et de conseiller. Ce positionnement lui donne donc à ce moment-là une autorité spirituelle pour écrire aux puissants, les papes, les empereurs, les évêques, etc. Elle conseille également, elle met en garde et elle avertit. On pourrait se poser la question, est-ce seulement de la stratégie ? Est-ce seulement de la foi ? Sans doute, un peu des deux. L'essentiel, c'est que ces visions lui donnent la légitimité pour agir, faire passer des idées et ouvrir un espace d'expression féminine dans l'Église. On parle souvent également d'Hildegarde d'un point de vue mystique, mais on oublie qu'elle est aussi praticienne. En effet, dans ses livres de médecine, elle propose des remèdes avec des plantes et insiste surtout sur l'alimentation, l'hygiène et même le climat. Elle résonne avec les idées de son époque, mais elle observe aussi très concrètement ce qui se passe autour d'elle. Côté alimentation, elle recommande souvent l'épeautre, une céréale de base qu'elle juge digeste et fortifiante à consommer en pain ou en bouillie. Côté plantes, elle cite des herbes digestives et apaisantes. Par exemple, la mélisse pour calmer et aider la digestion, qu'on peut boire d'ailleurs en infusion. Le fenouil également pour mieux digérer et mieux respirer, en utilisant les graines en tisane ou en les croquant directement après le repas.
Le galanga, une racine épicée pour réchauffer l'organisme selon les idées de son temps en les mettant en poudre dans les plats. Elle parle aussi du rythme de vie. Manger à des heures régulières avec des portions simples, bien mâchées et garder des moments de repos. Elle regarde aussi les saisons. Quand il fait froid et humide, on privilégie des plats chauds et faciles à digérer. Quand il fait chaud, on mange plus léger. Son idée générale est claire. Mettre en place dans son quotidien des aliments simples, des plantes accessibles, un cadre de vie apaisé. En résumé, Hildegarde part du principe que la santé du corps dépend aussi de l'équilibre de l'intérieur et de l'environnement comme le rythme de vie ou les émotions. Aujourd'hui, on appellerait cela une approche holistique. Ne pas réduire la personne à un organe, mais regarder aussi le contexte, les habitudes et même la dimension symbolique qui aide à traverser l'épreuve. Hildegarde compose des chants lumineux avec une grande amplitude de voix. Pour elle, le monde est une harmonie. Le corps, l'âme et le cosmos vibrent ensemble. La musique ne fait pas que décorer la foi. Selon elle, elle peut aussi soigner. D'ailleurs, cette idée que le son, le rythme peut aider à réaccorder l'humain revient aujourd'hui dans nos pratiques avec la musicothérapie, les exercices de respiration et les rituels simples qui redonnent du sens et du souffle. Il faut savoir également que Hildegarde a aussi écrit sur les pierres. Dans ses ouvrages, souvent appelés livres des pierres, elle parle des pierres comme l'améthyste, l'agate, le jaspe, et des vertus qu'on leur prêtait, les porter, les poser sur la peau ou les plonger dans l'eau. Dans ses livres, elle cite par exemple l'améthyste pour apaiser l'esprit et calmer certains troubles. On la porte sur soi. L'agate, vue comme une protection pour les voyageurs et contre les mauvaises influences. On la garde sur soi également. Le jaspe, associé à la force et au sang, on va le porter pour se fortifier. Le cristal de roche, par exemple aussi, pour clarifier les pensées. On peut le porter ou le plonger dans de l'eau avant de boire, dans l'esprit de l'époque, bien évidemment. Le saphir aussi, ou pierre froide, on le disait apaisant et bon pour la vue. On le portait au contact de la peau sous forme de bague ou de pendentif. Il faut bien comprendre le cadre médiéval. À l'époque, on reliait les choses par des signes tels que les pierres pour telle douleur, les couleurs pour tel organe, et on croyait que ces liens faisaient partie de l'ordre du monde donné par Dieu. Aujourd'hui, nos pratiques, on parle d'ailleurs encore de lithothérapie, c'est-à-dire l'idée d'utiliser des pierres portées sur soi sous forme de bijoux ou placées dans un lieu pour apaiser, se protéger ou se recentrer. Dans le monde de l'ésotérisme, beaucoup considèrent encore aujourd'hui que certaines pierres ont des vertus symboliques et peuvent soutenir le bien-être au quotidien. D'ailleurs, c'est une approche que j'apprécie et que j'intègre toujours dans mon quotidien de médium. Bien sûr, retenez bien que cela ne remplace pas un avis médical ni un traitement. C'est une pratique personnelle et symbolique. En définitive, qu'est-ce que Hildegarde nous laisse ? Faisons ensemble un bilan de la manière la plus neutre possible. Les points positifs. Elle est une source d'inspiration, elle écrit en tant que femme, elle relie les savoirs, elle écoute l'intérieur, elle soigne réellement les personnes et pas seulement les symptômes. Les limites, la médecine n'est pas forcément la nôtre. Cela dépend des croyances de chacun. Je pense qu'il faut aborder ces idées avec beaucoup de parcimonie. Il ne faut ni l'idéaliser ni la mépriser. De ce fait, que pouvons-nous en tirer de son histoire ? Je pense qu'il serait intéressant de la comprendre pour ce qu'elle est. Une grande voix du Moyen-Âge qui tente de soigner le corps et l'âme avec les outils de son temps. Maintenant, si son approche nous parle encore aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes cherchent des façons simples de prendre soin de leur corps, de leurs émotions et de leur santé. On le voit partout. De plus en plus de personnes veulent aller mieux, émotionnellement parlant, et physiquement aussi, en travaillant leur bien-être au quotidien. Hildegarde nous rappelle une chose simple. Soigner, c'est agir et comprendre. Agir, c'est le concret, une alimentation plus simple, des plantes du quotidien, du repos, un rythme régulier, prendre l'air et être au contact de la lumière le plus souvent possible. Comprendre, c'est mettre des mots sur ce qu'on vit, apaiser, donner du sens, parfois même avec de la musique, la respiration ou un petit rituel qui nous réaligne de l'intérieur. C'est donc intéressant de voir que beaucoup de personnes de nos jours se tournent vers des pratiques holistiques et naturelles. Tisane, respiration, méditation, yoga, sophrologie, la marche, l'écriture, les soins énergétiques. Au final, on s'inspire encore aujourd'hui du Moyen-Âge à travers les concepts recommandés par Hildegarde. Simplifier, c'est-à-dire manger simplement, garder des horaires réguliers, boire suffisamment d'eau et soigner son sommeil. Ralentir, qui veut dire faire des pauses, se concentrer sur sa respiration, être dans le mouvement chaque jour. Accorder, qui veut dire écouter une musique qui apaise, mettre en place des rituels personnels qui recentrent.
et demander de l'aide, ce qui veut dire faire appel à un professionnel quand c'est nécessaire ou un espace d'écoute quand on se sent dépassé. La force d'Hildegarde, c'est d'avoir compris que soigner, c'est à la fois agir concrètement dans son quotidien, mais à la fois également aider à comprendre ce qu'on traverse, mettre des mots apaisés. Ce qu'elle laisse derrière elle, c'est une idée, soigner le corps et écouter l'intérieur pour se sentir mieux. Les visions d'Hildegarde et ses travaux sur le soin, l'alimentation, la musique ont, à leur manière, fait avancer leur époque. Tout cela a ouvert des pistes, relié des savoirs, inspiré des pratiques. Pour beaucoup, cela reste abstrait, un peu comme la médiumnité d'ailleurs, car ce n'est pas palpable, c'est non tangible. Et pourtant, voyez que l'impact est bien réel. Ces visions, ces idées ont transformé nos façons de comprendre le corps, l'âme et d'en prendre soin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris, qui vous avez le plus retenu chez Hildegarde. Pour un accompagnement personnalisé, réservez votre séance de médiumnité en visioconférence avec un membre de mon équipe ou avec moi-même. Le lien du site est en description. Et pensez à vous abonner. D'autres épisodes historiques arrivent très vite. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.